que le jeune Macron, l'enfant Macron, 14 ans, qui faisait du théâtre, qui était très éveillé, il se destinait à être acteur, il était un peu poète, et il est marabouté par une personne beaucoup plus âgée. Je la lis pour tout le monde. Non, je ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand tu es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle plonge. Isma. Le Réal. Ok. Ok. Je vous ai demandé dans la précédente vidéo s'il fallait qu'on arrête de casser les couilles à Brigitte. Vous avez... Oh là là. Ok, ça s'annonce bien cette histoire. Je vous demandais s'il fallait qu'on arrête de lui casser les couilles. Vous avez dit non. Et donc, vu qu'elle en a une bonne paire, je me suis dit, bah, let's go. Si je vous faisais une vidéo dans laquelle je vous présentais mes soupçons sur la présumée sexualité des Macron, beaucoup d'entre vous seraient tentés de me dire... Oui, mais toi, tu penses ça parce que tu es un complotiste ou au contraire parce que tu es influencé. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner des informations sur la vie de Macron quand il était jeune à une intelligence artificielle sans jamais lui dire qu'il s'agit de Macron. Et ensuite, je lui ai demandé, à partir de ces informations, fais une prédiction sur sa sexualité maintenant qu'il est grand. Laissez-moi vous dire que sa réponse est une masterclass. La précédente vidéo, ils m'ont fait du sale. La vidéo a juste été invisibilisée. Donc les gars, ne vous dites pas si je like pas, quelqu'un d'autre va liker. Ou au contraire, je vais liker après. Parce que très souvent, vous pouvez oublier. Ce qu'on va faire, c'est que dès ce moment de la vidéo, les gars, likez comme ça. On est sûr qu'on n'allait pas oublier. Likez et abonnez-vous. Si la vidéo fait 5000 vues, on est sûr qu'elle fera au moins 4500 likes. Parce qu'il y a toujours des enfoirés qui viennent de l'autre camp qui ne vont pas liker. Pour cette vidéo, j'ai repris une partie du travail d'Alexandre Cuignac. Les Ivoiriens, calmez-vous. Vous avez entendu Cui? Je sais que ça a tapé sur vos nerfs. J'ai repris une partie des recherches d'Alexandre Cuignac qui est avocat au barreau de Paris. Il a plusieurs fois lu le livre d'Emmanuel et vous verrez que ça a toute son importance. Tout commence lorsque Brigitte est interpellée par un média qui lui demande quel est son film préféré. Et là, elle répond... Personne n'est parfait. Ouais. Vous commencez à connaître les cercles de pouvoir, ils ont une certaine fascination pour tout ce qui est code et symbole. Donc chaque fois qu'ils parlent, il faut doublement prêter attention à ce qu'ils disent. Cette interview qui reposait dans les méandres d'internet a refait surface grâce aux récentes accusations de transsexualité de Brigitte Macron. Le film Certains l'aiment chaud est sorti en 1959. Perso, je connais pas un gars qui pourrait me citer ce film comme étant son film préféré. Donc bravo à elle pour sa culture cinématographique. Ce qui a marqué certaines personnes, c'est qu'elle n'ait pas seulement dit le nom du film, mais qu'elle ait aussi cité un extrait de ce film en disant « Nobody is perfect ». Nobody is perfect, c'est un de mes meilleurs films. Certains l'aiment chaud, je vous le conseille. L'extrait qu'elle cite est la scène de fin du film, celui où l'acteur révèle être en réalité un homme. J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle. Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi, nous ne sommes pas bâtis pareils. On fera faire des retouches. Oh non, pas de ça surtout. Ascout, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Mon passé n'est pas beau. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone. Je vous pardonne. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Ascout. Je suis un homme. Personne n'est parfait. Le film est disponible intégralement sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faites-y un tour. C'est un film qui parle du travestissement et aussi de l'ambiguïté des genres. Mais bon, pour être sûr, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'en dire un peu plus sur ce film. Et il dit ceci. Le film repose sur le comique de situation lié au travestissement de Joe et de Jerry, qui se déguisent en femmes pour échapper à la mafia. À travers ce jeu d'apparence, le film questionne sur les rôles de genre et de la manière dont la société perçoit les hommes et les femmes. Maintenant, demandez-vous comment la société perçoit Brigitte Macron. On comprend mieux alors pourquoi ce film a autant résonné en elle. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur son cas un peu plus tard parce que j'ai aussi demandé à l'IA de nous faire un petit résumé de ce qu'il pensait de la femme préférée des Français. Désolé, c'était cadeau.
Je crois avoir fait au total entre 3 et 4 vidéos sur l'affaire Brigitte depuis que ça a commencé. Dans la première vidéo, j'exposais les faits. Dans la deuxième vidéo, contre toute attente, j'ai soutenu Brigitte à 100%. Et c'est un move que personne n'a compris. On a dit oui, tu es le neveu de Macron, tu es un vendu. Big up à cette abonnée, la seule à avoir capté. Donc vraiment, elle a dit, frérot, je sais quel genre de chien tu es. Tu auras beau, tu auras beau dire tout ce que tu veux, moi je te connais. Non, vraiment bravo à toi parce que tu étais la seule à capter. Généralement, quand on aborde ce genre de sujet, les gens viennent directement nous traiter de complotistes, voilà, de tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai voulu montrer qu'on n'était pas juste borné et qu'au contraire, on pouvait faire preuve de recul. On prenait tous les avis à la télé, ils sont dans leur monde. Elle n'est pas un homme, elle n'est pas un homme, elle n'est pas un homme. Ils invitent des gens qui pensent comme ça. Moi, j'ai essayé d'apporter un peu de nuance. Donc, dans la troisième vidéo que j'ai faite, j'ai exposé aussi les faits, mais en prenant vraiment le temps d'analyser les dates d'anniversaire, qui est né quand, est-ce que ça c'est possible, aller un peu dans le passé pour voir les anciennes vidéos. J'ai pris le temps. Dans cette vidéo, on va juste laisser nos yeux nous dire ce qu'ils voient. Je vais vous présenter des images et je ne vais faire aucun commentaire. Libre à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu un homme dans ces photos que je vais vous présenter ou au contraire une femme? Désolé, normalement j'aurais dû enlever le cercle qu'ils ont mis, mais je peux pas, la photo elle est comme ça. J'ai pas trouvé l'extrait où il n'y a pas ce cercle, donc je suis désolé. Mais faites pas attention à ça, juste restez focus. On est en train de faire un sondage, je veux qu'il ait plein de commentaires. Soit c'est homme, 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 ou femme, 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 femme qui va revenir. Donc vraiment je compte sur vous dans l'espace commentaire. Fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu la fais, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Ok. Là, elle est dans son rôle de professeur et donc elle a une attitude beaucoup plus affirmée. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort de, voilà, c'est moi, je te dicte. J'allais dire le côté masculin, mais bon. Elle s'assoit, jambes écartées, le torse vraiment bombé et les jambes qui vont vers l'avant. Et voilà, vous voyez comment elle s'assoit? Elle se pose et il y a même le geste avec la main qui part. Et si vous regardez attentivement les femmes à côté, elles sont assises jambes croisées. Donc nous avons deux femmes avec les jambes croisées et un homme à côté, il a les jambes écartées. Donc regardez bien combien... En fait, c'est simple. Les femmes sont assises d'une façon et les hommes d'une autre. Cherchez qui est l'intrus dans cette histoire. À partir du pour, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu la fais, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Ok. Passons maintenant à Emmanuel Macron, amoureux de la littérature. Il a fait une déclaration dans son livre, il dit: d'aussi loin qu'il m'en souvienne, j'ai toujours eu la volonté de choisir ma vie. Rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même. Je ne voyageais alors qu'en esprit. J'ai découvert chez Colette ce qu'est un chat ou une fleur. Et chez Giono, le vent froid de la Provence. Gide et Cocteau étaient mes compagnons irremplaçables. Comme je vous disais, les élites aiment tout ce qui est code et symbole. Il faut donc doublement prêter attention à ce qu'ils disent ou écrivent. On va donc voir qui sont ces gens-là qui sont devenus des amis irremplaçables de Macron. De ce fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me dire quel serait l'intérêt de donner à lire à un enfant ce genre d'ouvrage. Sa réponse est la suivante. Concernant la petite enfance, elle est une période de forte malléabilité psychologique.
Les dérives sectaires exploitent souvent cette vulnérabilité en instillant des croyances rigides dès le plus jeune âge, rendant difficile la remise en question de l'autorité et des dogmes inculpés. Cela peut conduire à une emprise psychologique durable où l'individu peine à se libérer des schémas imposés. Avec ce qu'on vient de lire, on comprend que le fait pour lui de lire ce genre de livre ait pu façonner sa façon de voir les choses. C'est pourquoi je me demande souvent, mais pourquoi lui, avec tout ce que les gens disent, oui, mais elle est trop âgée, laisse-la, tu es sous l'emprise, voilà. D'autant plus qu'à l'époque, c'était encore un enfant. Pourquoi il se rébelle pas? Pourquoi il lâche pas l'affaire en fait? Pourquoi il se réveille pas? Que le jeune Macron, l'enfant Macron, 14 ans, qui faisait du théâtre, qui était très éveillé, il se destinait à être acteur, il était un peu poète, et il est marabouté par une personne beaucoup plus âgée que lui, qui est une femme ou peut-être un trans, je m'en fous. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il soit marabouté, et que aujourd'hui, ça soit le couple qui dirige la France, et qu'à cause de cela, on ne s'occupe pas des réels problèmes de la pédocriminalité en France. Il est jeune, hein? Il est jeune. Vu comment il est jeune, il aurait une maman vraiment terrible. C'est comme si, en fait, tout l'a préparé à accepter cette relation-là. Tout a été fait de sorte à ce qu'il trouve cette relation-là normale. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand tu es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah, C'est pas tout ça compte pas pareil. d'accord. Arrête. Mais arrête de me craquer, mais tout de suite. Donc, c'est vrai. En discutant avec l'intelligence artificielle, eh ben, j'en ai appris un peu plus sur justement cette psychologie-là de Macron. L'intelligence nous dit, lire des auteurs comme Jean Cocteau, André Gide, Colette ou Giono peut influencer la façon dont l'enfant voit l'amour, le désir et la sexualité. Voici comment ça peut jouer sur lui en grandissant. N'oubliez pas, la question c'était comment ces choses-là vont justement impacter sa sexualité une fois grand. Découverte de relations hors normes. Jean Cocteau et André Gide parlent souvent d'amour qui ne rentre pas dans les cases habituelles. C'est très intéressant qu'il résume ces deux auteurs en ces mots, car ce sont quasiment les mêmes mots utilisés par Macron lors de son mariage. Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. En les lisant, un enfant peut comprendre très tôt que l'amour et l'attirance ne sont pas toujours classiques, c'est-à-dire un homme et une femme. Colette, par exemple, écrit beaucoup sur le désir et la sensualité. Ces lectures peuvent aider à voir la sexualité comme quelque chose de naturel et pas forcément limité à ce que la société impose. Regardez le couple Macron et vous vous rendez compte que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il appelait le point numéro 2 influence sur la façon de se voir soi-même. Remise en question des normes. Lire des histoires où les personnages vivent des amours différents peut pousser un enfant à se poser des questions sur lui-même et sur les règles de la société. Il peut se dire que tout ça est en réalité plus souple que ce qu'on ne pense. Si, une fois devenu adulte, il affirme que ses lectures l'ont beaucoup marqué, c'est sûrement parce qu'il y a trouvé quelque chose qui résonnait en lui. Peut-être que cela l'a mieux aidé à comprendre son propre rapport à l'amour et aux autres. Il appelait le point numéro 3 une sexualité influencée mais pas définie. Ce que l'on lit joue un rôle, mais il y a aussi l'éducation, l'environnement, les expériences vécues. Tout ça s'entremêle pour construire la sexualité d'une personne. Une personne marquée par ses lectures aura sans doute une vision plus ouverte de la sexualité. Elle pourra être plus à l'aise avec la fluidité, refuser les étiquettes ou simplement se sentir plus libre dans sa façon de vivre ses désirs. Ça revient à ce qu'a dit Macron quand il disait il n'y a pas mieux que de disposer de son corps comme on le souhaite, quelque chose comme ça. La phrase « rien n'est plus précieux », voilà, je parlais justement de ça. « Rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même » montre que cet homme attache une grande importance à l'autonomie, y compris de ses choix de vie et potentiellement de sa sexualité. C'est juste l'histoire d'une amitié de 10 ans. Vous continuez à l'appeler mon lapin ? Oui, enfin bon, j'ai vu qu'il y avait des gros titres là-dessus. Monsieur le Président de la République. C'est assez anecdotique. Je lui ai demandé au moment où il a été élu si je devais l'appeler Monsieur le Président
plutôt que mon lapin. Bon, je suis un peu méditerranéen. J'ai tendance à avoir une communication assez affectueuse et chaleureuse avec mes amis. Il en fait partie. On n'a pas changé la manière de se parler. Il ne veut pas être enfermé dans des normes imposées par la société, ce qui peut laisser penser qu'il a une approche ouverte de l'amour et du désir. Devinez qui a eu une approche différente de l'amour et du désir? C'est exactement le Mac. Là, il fait toutes ces suppositions-là, sans même savoir qu'il s'agit d'une personne qui est complètement concernée par tout ce qu'il a dit. Il a quasiment résumé notre gars. Mais bon. On n'attend plus que lui vienne de confirmer toutes ces choses-là. Point numéro 2. Une sensibilité littéraire qui évoque la fluidité. Les auteurs qu'il cite sont tous liés d'une manière ou d'une autre à des explorations de la liberté sexuelle et identitaire. À moins que je me trompe, mais je pense que Gide était un pédéraste. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, nous avons la race humaine, les animaux, les plantes, les poubelles, et ensuite on a Gide, les Jack Lang, toute cette équipe-là. Gide parlait ouvertement de son homosexualité. Il défendait l'idée que l'amour ne devait pas être limité par la morale sociale. André Gide raconte les expériences qu'il a avec les jeunes garçons. Il faut savoir que ces jeunes garçons ont 15 ou 16 ans maximum, mais que parfois ils peuvent être beaucoup plus jeunes, et qu'en réalité, André Gide les préfère même souvent plus jeunes. Et ces pratiques étaient bien sûr connues de tous ses amis. Voilà par exemple ce que l'un d'eux écrit, Martin Dugard. Combien de fois s'est-il introduit dans une famille unie, il parle d'André Gide, multipliant les amabilités avec les parents, dans le seul but d'approcher le jeune fils de la maison. Parfois, un écolier de 13 ans, de le rejoindre dans sa chambre, d'éveiller ses curiosités sexuelles, de lui apprendre le plaisir. Encore plus explicite, je vais maintenant lire l'extrait d'une lettre qu'André Gide a écrit à ce même Martin Dugard. Voilà ce qu'il dit. « Vous n'imaginez pas ce qu'est pour moi l'absence de tout être jeune désirable. J'en deviens fou, et je m'abandonne aussitôt au pire des faiblesses. Il y a des jours où je n'y tiens plus, où je parcours le pays comme un cheminot, lubrique, cherchant à rencontrer de jeunes enfants, flairant partout à la recherche d'une aventure que je sais bien impossible. Je vous assure, j'ai compris à Cuverville tous les crimes des vagabonds, des villes derrière les haies, tout. Ici, en fait, André Gide est en vacances en campagne, dans un petit village où visiblement il n'y a pas de jeunes garçons. Et ce qu'il explique à son ami, c'est que cette absence de jeunes garçons le rend complètement fou. Et il part à la recherche d'un jeune garçon qu'il pourrait rencontrer au détour d'un chemin. Et à la fin, il dit que cette obsession le rend tellement fou qu'il comprend les personnes qui commettent des crimes et qui justement vont les jeunes garçons. Cocteau, lui aussi homosexuel, célébrait dans ses œuvres des amours hors des conventions. Colette, elle, a exploré des amours féminines et la sensualité avec une grande liberté. Elle était donc une lesbienne. Cocteau, bien que moins lié à ces thématiques, on ne sait pas exactement s'il était peudeux ou peudeuraste. Mais une chose est sûre, c'est que lui n'écrivait pas vraiment ces choses-là. Giono, bien que moins lié à ces thématiques, évoque un rapport instinctif et naturel aux émotions et aux sensations. Le fait qu'il considère ses écrivains comme ses compagnons irremplaçables suggère qu'il s'identifie à leur regard sur la vie et peut-être aussi à leur façon d'aborder les sentiments et la sexualité. En gros, pour faire court, Manu aime la bite. Même s'il n'aime pas la bite, mais il doit avoir... Ah, il aime la bite, bref. Histoire d'avoir le cœur net sur ce qu'il est en train de me dire là, je lui ai soumis des informations concernant Brigitte sans jamais lui dire qu'il s'agissait de Brigitte. Je lui ai demandé ce que serait la sexualité de la personne qui partage sa vie. Voici sa réponse. La personne qui partage sa vie est fan de Certains l'aiment chaud, un film culte qui joue avec l'ambiguïté des genres et des attirances. Tony Curtis et Jack Lemmon s'y travestissent en femme et l'un des personnages masculins finit par accepter une relation avec un autre homme, lançant la célèbre réplique « Nobody's perfect », ce qui peut être vu comme une célébration de la diversité des orientations. Sans pouvoir affirmer une orientation précise, il est clair que cet homme a une vision de la sexualité marquée par l'idée de choix, d'indépendance et de non-conformisme. En gros,
c'est moi qui décide avec qui je me fais enculer. Ou c'est moi qui décide qui j'encule. Et vu qu'il ne veut pas que ça dépende de la société, on comprend clairement que sa sexualité n'est pas en phase avec, avec ce que la société veut. Il nous dit ensuite, il semble s'identifier aux figures littéraires qui ont exploré des désirs variés, parfois hors normes, et vit probablement sa sexualité avec cette même ouverture. On peut donc imaginer qu'il a une approche fluide et libre de l'amour, où l'étiquette importe peu. Il pourrait être bisexuel, ok, donc le verdict final c'est que il pourrait être bisexuel, pansexuel ou simplement attaché à l'idée que l'amour et le désir ne doivent pas être enfermés dans des cases rigides. Mais ça c'est carrément le max, ça c'est carrément ma crâne. Je pense qu'il est poli, mais en langage familier, tout ça veut dire qu'il aime la bite. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'attends impatiemment vos avis sur cette histoire dans l'espace commentaire. Parce que même l'IA penche sur... ce que vous avez capté là. L'IA penche sur cette option là. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Baba.